Avant d'arriver à Paris, il y a une ville qui est très importante dans le parcours des deux, c'est Francfort. Francfort, où ils ont fait leurs études. Ils sont tous deux connus à l'université de Francfort, qui à ce moment-là est un centre universitaire très important, où enseignent des professeurs très importants. Est-ce que ce passage par l'université à Francfort a joué un rôle dans leurs futurs échanges? D'abord, il faut distinguer bien deux périodes distinctes. Gisèle Freund fait des études à partir du début des années 30 à Francfort, des études de sociologie, d'histoire de l'art et d'économie. À cette période-là, Walter Benjamin est déjà loin de cette ville. Il séjournera à plusieurs reprises entre décembre 1922 et mars 1925 parce qu'il avait l'ambition de soutenir dans cette université sa thèse d'habilitation qui portait sur l'origine du drame baroque allemand. Mais les professeurs de l'université refuseront qu'il soutienne cette thèse. Ils jugeaient son écriture beaucoup trop ésotérique et Benjamin avait agrémenté sa thèse d'une petite introduction qu'ils ont reçue comme étant parfaitement insolente et donc ils lui ont vivement déconseillé de déposer sa thèse pour la soutenance. Et là, s'est arrêtée toute carrière universitaire pour Walter Benjamin. Donc tous les deux sont passés par Francfort, par l'université de Francfort, mais ils n'ont pas eu en commun les mêmes cours, par exemple. Ils avaient des différents stages trop importantes. Et ce qui est intéressant, ce que représente Francfort pour les deux reste important, dans la mesure où toute une constellation intellectuelle va se dessiner autour de cette ville de Francfort, et les professeurs de Gisèle Freund seront en réalité les amis les plus proches de Walter Benjamin pour la plupart. Gisèle Freund a d'abord débuté des études universitaires à Fribourg, mais elle va rejoindre Karl Mannheim à Francfort avec une quinzaine d'étudiants. Et là, elle va suivre notamment les cours de Norbert Elias, dont elle dira qu'elle lui doit tout. Vous avez une photo de Norbert Elias ici, prise par Gisèle Freund. Simple précision, comme vous avez la magnifique exposition dans les salles d'à côté, avec des tirages superbes et des photos en quelque sorte classiques, j'ai préféré montrer plutôt des documents de travail ou des choses qui sont peu vues, qui sont encore dans les archives ou peu exploitées. Qui explique par exemple cet autocollant qui a été posé par Gisèle Freund sur la photographie. Donc Gisèle Freund suit les cours de Karl Mannheim, de Norbert Elias, mais aussi les cours de personnalité qui seront très proches de Benjamin, notamment les cours d'Adorno, Théodore Adorno, qui sera l'un des deux amis les plus proches de Benjamin avec Gershom Scholem, les cours de Max Horkheimer ou encore de Friedrich Pollock, tous membres de l'Institut de recherche sociale. Et dans son livre consacré à ce qu'on appelle l'école de Francfort, Rolf Figerhaus donne un peu un panorama de cette réunion d'intellectuels qui était parmi les plus importants de l'Allemagne contemporaine. Et vous allez voir qu'en réalité, Gisèle Freund suivait des cours dans un bâtiment qui était celui qu'occupaient aussi Adorno, Horkheimer ou Pollock, mais sans que personne ne se croise véritablement. Je cite ce petit passage. Au début des années 30, l'université de Francfort comptait parmi ses enseignants le philosophe et théologien Paul Tillich, le sociologue Karl Mannheim, le philosophe de la religion Martin Buber, l'historien de la littérature Max Komrel, l'historien Ernst Kantorowicz, les philologues classiques Walter Friedrich Otto et Karl Rahner. On peut lire dans les mémoires d'un étudiant de l'époque un témoignage sur l'atmosphère intellectuelle de l'université de Francfort pendant ces années. Avec de telles figures et de tels noms, nous étions au niveau de Heidelberg et d'autres universités aussi célèbres, tout au moins nous l'imaginions. Et nous avions sur les instituts traditionnels l'avantage non seulement du renom, mais encore des tendances politiques et intellectuelles ultramodernes. Si l'on voulait trouver néanmoins un dénominateur commun de la gauche intellectuelle qui se constitua vers 1930 à la faculté de philosophie, il faudrait alors dire que c'est là que pour la première fois, l'idéologie et la critique des idéologies devinrent un thème spécifique d'étude, autrement dit que la relation des idées au sens le plus large avec la base sociale fut examinée. La gauche intellectuelle, c'était le séminaire de sociologie dirigé par Karl Mannheim, l'Institut de recherche sociale dirigé par Max Horkheimer et le groupe de Paul Tillich. Il n'y avait d'ailleurs pratiquement aucun contact
entre le séminaire de sociologie logé au rez-de-chaussée du bâtiment de l'Institut de recherche sociale et l'Institut de recherche sociale lui-même. Norbert Elias, jadis assistant de Mannheim et venu avec lui de Heidelberg à Francfort, insista sur ce point. Ce qu'on peut conclure de cela, c'est que Gisèle Freud, quand elle rencontra Walter Benjamin, arrivait avec ces enseignements reçus de personnes que Walter Benjamin tenait relativement à distance. Les Karl Mannheim, les Norbert Elias, il avait peu de considération pour ces personnalités et cela était encouragé par les opinions négatives qu'il recevait à leur sujet de la part d'Adorno ou d'Horkheimer. Et c'est néanmoins dans ce cadre que Gisèle Freud donc, suit des études de sociologie et dans cet ensemble-là, des études de philosophie positiviste dont elle dira une sorte d'avant-garde du portrait. Et on retrouve ça dans sa thèse publiée par Adrienne Monnier, notamment un chapitre intitulé « Le positivisme, le moment réaliste et la photographie ». Et c'est sur l'initiative de Norbert Elias que Gisèle Freud entame cette thèse et qu'elle fait un premier voyage en France en 1931 qui lui permettra de rencontrer par l'intermédiaire d'Ida Truett, la femme du rédacteur en chef de l'Humanité, Paul Vaillant-Couturier, de nombreux intellectuels français et notamment les surréalistes. La même année, donc l'année de ce premier voyage à Paris, 1931, paraît la petite histoire de la photographie de Walter Benjamin, que vous avez ici dans son édition française, qui influencera fortement le travail de Gisèle Freud. À noter, et ça Gisèle Freud y insiste à plusieurs reprises dans ses textes, que tous les professeurs qu'elle avait, même si Norbert Elias l'incitera à étudier la photographie, n'avaient que dénigrement pour les photographes de profession. Et elle raconte notamment qu'elle a retrouvé après-guerre Max Horkheimer en Suisse, par hasard, et que Horkheimer lui demande « Qu'êtes-vous devenu ?» Elle lui raconte qu'elle est devenue reporter photographe, et là il a eu une moue de dédain, faisant comprendre que ce n'était pas là une profession. Deux petites choses encore pour finir sur Francfort. Le premier livre de photographie que le père de Gisèle Freud va mettre entre les mains de sa fille, c'est le livre de Karl Blossfeld, Les formes originelles de l'art, paru en 1928, donc à peu près à l'époque où Benjamin et Gisèle Freud fréquentent Francfort, et Benjamin a écrit une recension sur ce livre qui s'appelle « Du nouveau sur les fleurs ». Et dernière chose avant l'exil, en 1932, Gisèle Freud fait un voyage à Ibiza où elle croise Walter Benjamin qui, à la même époque, comme Pierre Vieux-La Rochelle, que Gisèle Freud va photographier aussi à Ibiza, sera hébergé chez l'historien d'art Jean Cels. Alors, en 1933, il apprend le pouvoir en Allemagne. Gisèle Freud et Walter Benjamin prennent le chemin de l'exil. Est-ce qu'ils fuient pour les mêmes raisons? Alors, pour le dire en deux mots, et pour être un peu paradoxal, oui et non. Oui, l'évidence le dit, et c'est dans la question, c'est l'arrivée de Hitler au pouvoir. Les deux sont d'origine juive. Non, dans la mesure où autant il y a chez Walter Benjamin une position politique radicale, mais qui reste textuelle, autant il y a chez Gisèle Freud une résistance politique, par contre concrète. Et là, Gisèle Freud, je vais y revenir, va fuir parce qu'elle était véritablement menacée d'être arrêtée du jour au lendemain, alors que Benjamin, même s'il fuit très très rapidement, aura un peu plus le temps de la réflexion. Pour Gisèle Freud, à Francfort, en effet, les manifestations de rue étaient quotidiennes, et déjà avant 1933, entre 1930 et 1933, sous le chancelier Brüning. Elle a pris des photos comme celle-ci de manifestations de rue et de bagarres constantes entre les nazis et les groupes de gauche, notamment à l'arrivée de Hitler en 1933. Gisèle Freud va aussi photographier les dos mutilés de ses amis étudiants et des photographies qu'elle va ensuite publier anonymement dans le livre brun sur l'incendie du Reichstag et la terreur hitlérienne, qui va être publié dès 1933 en France par les éditions du Carrefour. Dans l'exposition, ce livre est ouvert à la page où on voit les photographies de Gisèle Freud. Et voilà ce
qu'elle dit dans un témoignage radio. J'étais justement politisée, étudiante à Francfort, et je n'avais aucune confiance dans les nazis. J'avais photographié des camarades qui avaient été battus jusqu'à mort presque par les nazis, parce que tout le temps, les gens se sont attaqués dans la rue à des étudiants de droite aux étudiants de gauche, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes idées. Et ce film, le négatif, la petite bande, je l'avais caché sur mon corps, et j'avais un autre film dans mon Leica, mais peu de temps avant la frontière, je ne sais pas quelle idée m'a prise, et je suis allé aux toilettes, et j'ai jeté le film qui était dans mon appareil, ce qui m'a d'ailleurs sauvé la vie, parce qu'à la frontière, ce sont les gens de la Gestapo qui sont venus. Dans ces très beaux entretiens avec Roda Jamis, à la question « Vous vous sentiez en danger ?», Gisèle Freund répondit très lucidement « Nous nous sentions très menacés, mais nous avions beaucoup de courage. Nous avons su assez vite, pourtant, que contre les nazis, la partie était injouable. Nous vivions dans un monde politisé à l'extrême. La réalité politique était omniprésente, à chaque pas, dans chacun de nos actes. Je n'ai rien vécu de comparable par la suite. Mai 68 peut-être, dans une moindre mesure. Vous savez, nous avons tout fait pour combattre cette vague déferlante, inhumaine et destructrice. Tout s'est passé à la fois de manière progressive, avec une rapidité folle. Et donc Gisèle Freund fuit l'Allemagne le 30 mai 1933, avec le strict nécessaire, c'est-à-dire un pyjama, un appareil photographique et quelques papiers universitaires. Et elle dit à ce sujet, à l'aube, le train traversait les faubourgs de Paris. Il était 6 heures du matin quand nous arrivâmes à la gare du Nord. Je ne me doutais pas que tous mes camarades avaient été arrêtés et que je ne retournerais plus jamais dans le pays où j'étais né. Benjamin, lui, quitte Berlin le 17 mars 1933, laissant derrière lui ses manuscrits, sa bibliothèque, parce que toutes les possibilités de travail qu'il avait jusqu'alors se fermaient devant lui. Juif, il était également condamné par ses positions politiques radicales, et Benjamin va perdre, de même que Gisèle Freund d'ailleurs, mais il va perdre la nationalité allemande en 1939. Donc les raisons de leur fuite ne sont pas exactement identiques, mais néanmoins, il n'y avait pas d'autre solution pour eux que de quitter leur pays d'origine. Et comme beaucoup d'exilés allemands, à ce moment-là, ils choisissent Paris. Alors, une question toute simple, pourquoi Paris? Alors, parce que la littérature, parce que la culture, parce qu'une proximité très grande, autant pour Gisèle Freund que pour Walter Benjamin, avec les intellectuels français. Walter Benjamin, très tôt, a traduit la poésie française, notamment Baudelaire. En 1923, il fera apparaître sa traduction des tableaux parisiens. Très tôt, il rendra compte auprès du public lettré allemand de la vie intellectuelle et littéraire parisienne. Et Gisèle Freund, pour la raison que la thèse qu'elle commençait portait sur les origines de la photographie française au XIXe siècle, et que toute sa documentation était à Paris, dans les bibliothèques parisiennes, et non pas en Allemagne. Alors, Gisèle Freund va s'installer, elle, dans un hôtel modeste d'un quartier populaire, l'hôtel Esmeralda de la rue Saint-Julien-le-Pauvre, et elle raconte son éblouissement face à la beauté de Paris. Elle va s'installer ensuite rue Lacanal. Déjà, à cette époque, elle avait rencontré Louis Aragon, Elsa Triolet, elle les avait rencontrés en 1931, elle avait rencontré d'autres surréalistes. Mais à son arrivée en 1933, elle va rencontrer la femme de Bernard Groth-Huissen, Alix Guillain, et ce couple lui présenteront notamment Jean Paulhan, André Gide ou André Malraux, et cela avant même qu'elle ne fasse la connaissance d'Adrienne Monnier.